question va donc terminer avec vous. Quelle technologie d'avenir pour l'AELI avec l'ensemble de nos invités? François Spiess, peut-être qu'on peut commencer avec vous, du laboratoire FEMTO-ST de l'Université de Franche-Comté. On en parlait tout à l'heure de ce laboratoire, je crois que c'est Denis Sommer qui en a beaucoup parlé tout à l'heure. Donc on peut passer rapidement sur la présentation de cet important laboratoire. Donc avec 700 chercheurs, c'est ça? Ah d'accord, bon alors on va dire 622 alors, d'accord, on n'est pas loin. Alors à partir de quand, peut-être qu'en vous saisissant d'un micro, vous pouvez nous dire très rapidement, très vite, quel est finalement, votre cœur de métier. Le micro est juste là. Votre spécialité, c'est quoi? C'est les réseaux, les moyens de communication complexes, pour qu'on comprenne bien, c'est ça? Exactement. D'accord. Je ne sais pas si c'est le bon diapo. C'est pas vous? Non, ça c'est le... Oui. C'est pas grave. Oui, donc je vais redonner quelques éléments sur FEMTO le temps que ça démarre. Donc, très vite, rapidement. Avec à peu près 240 chercheurs et anciens chercheurs, 220, 240 doctorants, et puis une centaine de personnels administratifs. D'accord. Le laboratoire travaille sur un certain nombre de domaines, donc la physique, l'électronique, l'automatique, l'informatique, l'énergétique. Pour faire rapidement, et c'est un laboratoire qui est donc localisé en région avec un fort noyau sur Besançon, mais également une présence sur Montbéliard et Belfort. D'accord. Encore un mot sur la présentation? C'est bon? Oui, non mais puisque vous m'avez posé une question sur nos thématiques de recherche, allons-y. Voilà un petit peu donc pour représenter rapidement donc nos travaux. Donc réseau complexe parce que on ne réfléchit pas uniquement sur les constructions de réseaux classiques, on va dire, entre clients et serveurs, via des routeurs par exemple, mais on essaye de mélanger un petit peu ces rôles dans des réseaux dynamiques qui se construisent, qui se déconstruisent, et chaque nœud à l'intérieur du réseau peut changer de rôle ou avoir plusieurs rôles simultanément. Et donc, on utilise des simulateurs pour tester nos algorithmes et mesurer les performances. Je peux également, pour faire vite, mentionner donc un travail sur les systèmes de positionnement intérieur, puisque le GPS ne fonctionne pas à l'intérieur des bâtiments et fonctionne parfois mal dans des environnements urbains. Donc nous avons développé une technique pour détourner un petit peu, on va dire, entre guillemets, les signaux Wi-Fi, mais il y a d'autres possibilités, bien entendu, pour pouvoir proposer un système de positionnement pour l'intérieur des bâtiments. Alors, à partir de quand et à la suite de quel événement peut-être vous êtes-vous intéressé à ces questions qui nous occupent depuis ce matin? Parce que voilà, c'est très bien. Donc vos questions suivent exactement le déroulé de ma présentation. Eh ben, c'est tant mieux. Donc effectivement, nous avons depuis 3 ou 4 ans, nous avons été des observateurs des pratiques de l'AELI. Nous avons essayé de comprendre ce qui se faisait, ce qui s'est passé, comment est-ce que ça fonctionnait. Et effectivement, on a constaté qu'il y avait des initiatives intéressantes, fonctionnelles, mais parfois difficilement pérennes, effectivement. Et là, à partir de ces retours d'expérience, on peut construire... Donc vous avez mis le doigt sur les lacunes, c'est ça, enfin... Voilà, effectivement, on a pu observer quelques démonstrations et poser des questions pour bien comprendre quels étaient les problèmes qui étaient rencontrés sur le terrain. D'accord. Voilà, une espèce d'approche, on va dire, bottom-up. Mais ensuite, il faut aussi pouvoir proposer une solution top-down dans un deuxième temps. Voilà, donc notamment, on a regardé évidemment quelques normes parce que on parle beaucoup de l'interopérabilité, mais ça passe au travers de propositions normatives. Et effectivement, il faut qu'on prenne cette tâche à bras-le-corps. Et donc peut-être je continue sur donc l'interopérabilité, tout le monde l'a dit ce matin. Je voudrais peut-être redévelopper un petit peu moi ce que j'entendais à l'interopérabilité, puisque vous avez posé la question à plusieurs reprises. Absolument. Voilà. Donc évidemment cette interopérabilité, je la vois
à plusieurs niveaux, et c'est relativement classique. Une interopérabilité au niveau du réseau, on en a parlé, une interopérabilité au niveau des formats de données, formats d'échange, et puis une interopérabilité également au niveau des applications. Est-ce qu'on va pouvoir, lorsqu'on achète une licence d'un logiciel, pouvoir utiliser le logiciel d'un concurrent à l'intérieur de cette architecture communicante finalement? Ou alors est-ce qu'on est obligé de toujours utiliser le même fournisseur de logiciels pour avoir justement cette compatibilité ou cette interopérabilité? Et puis il y a aussi le problème de la sécurité, bien entendu, qui est le 4e niveau, qu'il faut pouvoir assurer et garantir malgré qu'il y ait une interopérabilité. Donc ça se traduit comment? Il va falloir des protocoles, il va falloir définir des normes de protocole pour pouvoir communiquer. Il va falloir définir peut-être des formats, quelques formats, et ne pas s'en éloigner. Et puis, ça va se traduire aussi par des passerelles ou des éléments intermédiaires qui vont pouvoir communiquer dans 2 mondes, au moins dans 2 mondes différents, pour pouvoir gérer les échanges. Voilà. Et puis, évidemment, il va falloir définir aussi des bibliothèques, c'est-à-dire que tous les composants et tous les équipements qui seront proposés par les PME, par les grands groupes, il faudra qu'ils respectent le standard. C'est-à-dire qu'il va falloir définir une interface de communication et d'échange qui va permettre d'être compatible immédiatement et de pouvoir ainsi combiner des matériels d'âge différents et éventuellement, pourquoi pas, intégrer des composants civils dans des chaînes militaires, toujours avec le souci de bien respecter la sécurité. Donc il y a un gros travail au niveau de la sécurité, parce que le fait que ça soit interopérable, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir être un élément, c'est peut-être le début d'une faille logicielle ou de sécurité pour pouvoir interférer et modifier le comportement global de l'algorithmique distribuée. Alors, pour donner la parole rapidement aux autres, simplement un tout dernier point, donc pour m'assurer que j'ai bien compris. Donc, vous travaillez sur, on va dire, la mixité des réseaux, c'est ça ? Oui. Alors, vous travaillez pour le compte de qui, du coup, au niveau du laboratoire ? Qu'est-ce que vous avez fait déjà jusqu'à maintenant ? Alors, pour l'instant, on effectue des réflexions, des recherches, et on essaye de... Global. Voilà. D'accord. Un concept, on va dire, c'est conceptuel, on va dire, pour l'instant. D'accord. C'est ce que je voulais. Voilà. Et puis, alors, donc, avant de passer la parole, parce qu'il me semble que c'est un élément extrêmement important aussi, c'est de pouvoir aussi garantir une formation de qualité, une préparation pointue des missions. Pour ça, il va falloir faire des exercices sur le terrain, bien entendu, mais ça coûte cher. Il va falloir aussi former les gens avec des outils de simulation, on en a parlé. Et moi, je voudrais essayer aussi de dire qu'il faut essayer de promouvoir une architecture hybride qui va pouvoir combiner des composants réels avec des composants virtuels ou simulés pour qu'on puisse faire voler deux avions de chasse aux côtés de 2 avions virtuels, et puis de pouvoir composer ainsi des scénarios plus complexes, plus aboutis, et des gens, du coup, à la fin, mieux formés, mieux préparés. Il y a, je pense, notamment une norme otanienne qui s'appelle HLA, High Level Architecture. Alors, ne me demandez pas le numéro du STANAC, j'ai oublié, qui est une norme d'interopérabilité entre outils de simulation. Ça vient de la marine, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils se sont rendus compte que la simulation de navires pouvait avoir un impact lorsqu'ils étaient patrouillés à proximité. Et donc, voilà, c'est à partir de cette initiative-là qu'il me semble qu'on peut l'élargir, l'améliorer et travailler sur ces architectures hybrides. Merci François Spiès. Philippe Bidot, directeur scientifique à l'ONERA, pour sa branche traitement de l'information et des systèmes. Alors vous traitez des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Monsieur Bidot, bonjour. Bonjour. Vous avez un micro ? J'ai le micro, je cherche juste à me recaler. Ah, d'accord. Alors vous le mettrez plus près de votre bouche. Voilà. Voilà. Allez-y. Alors, je vais dépasser un tout petit peu, très rapidement, voilà. Et je vais dépasser un tout petit peu le cadre strict de la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
L'ONERA a une branche traitement du signal et de l'information, c'est 350 personnes à peu près. Toutes ces personnes ne sont pas des ingénieurs et des chercheurs, mais presque. Et nous déployons des recherches dans différents domaines qui vont de la commande des systèmes à la perception, à l'intégration d'un certain nombre de composants logiciels dans des systèmes critiques pour envisager leur développement, leur déploiement dans des systèmes de systèmes. Alors, nos activités de recherche, elles concernent les domaines que vous avez de représenter ici, concrètement la commande, la perception essentiellement multimodale jusqu'à des niveaux d'abstraction relativement élevés, les interactions avec les hommes de ces systèmes, leur conception, et on a un cœur, disons, commun à l'ensemble de ces développements qui relève de la simulation interactive distribuée des grands systèmes en s'appuyant sur des standards comme il a été évoqué juste à l'instant. Voilà donc des objectifs scientifiques qui se déclinent dans chacun de ces domaines, et je veux juste revenir sur des choses qui sont peut-être plus spécifiquement adaptées à la préoccupation de l'auditoire aujourd'hui. Donc à l'AILI, hein, c'est ça. Oui, nous développons des techniques qui permettent d'envisager la mise en œuvre de différents types de vecteurs pour porter des capteurs de façon robuste, avec des moyens qui sont essentiellement des moyens appropriés au système embarqué, des moyens de vérification notamment, pour atteindre des systèmes à haut niveau de sûreté, de sécurité. Sur ces systèmes, on met en œuvre également des moyens qui donnent des possibilités de réaliser des missions complexes, donc qui robotisent ces engins, quels qu'ils soient, qui s'appuient sur des techniques de l'intelligence artificielle et de la décision. J'ai dû aller un petit peu plus vite. Voilà, on les équipe de moyens de perception multimodale pour obtenir de quoi reconstituer des environnements, quels qu'ils soient, se localiser et naviguer dans ces environnements. Et puis des moyens d'interprétation de ce que l'on peut retirer à travers ces différents flux, s'appuyant sur les techniques de traitement de l'information robuste en big data. Voilà, donc ces outils déployés, multicapteurs, on les met en œuvre dans différents cadres, mais notamment sur des aéronefs, et le problème de l'interface, de l'interaction de l'humain qui devient un humain augmenté, constitue une difficulté que l'on aborde également dans un cadre aussi expérimental. Hein, c'est pas seulement de la connaissance fondamentale et de base que l'on développe sur ces sujets-là. Donc on a des moyens expérimentaux qui sont mis en œuvre dans ces dimensions-là, et se trouve associé à ces interactions de quoi augmenter la connaissance disons du pilote d'une manière générale par de la simulation qui est de nature à informer plus complètement le pilote dans l'évolution de ces systèmes pour restituer toute forme de physique qui n'est pas captée par les moyens capteurs embarqués. Voilà, donc un panorama très rapide que vous m'avez demandé. Oui, je suis désolé. Voilà. Alors pour en revenir à nos questions là, qui nous occupent depuis ce matin, on essaie de voir comment on peut faire plus et mieux. Voilà. Et vous, comment vous voyez les choses ? On agit normalement pour créer, l'ONERA agit en tant qu'EPIC pour créer de la valeur ajoutée dans tout un tas de systèmes à partir de la subvention qui nous constitue notre dotation de base et pour servir les intérêts des industriels dans toute forme d'innovation qui relève de ces questions-là, bien évidemment, mais qui associe aussi d'autres dimensions qui sont celles de la physique, de la mécanique des fluides et de l'énergétique, ainsi que celles des matériaux. Enfin, on agit de manière à organiser notre activité à destination des besoins de l'innovation dans le domaine de l'aéronautique, l'aérospatiale et la défense en général. Merci. Monsieur Chaumette,
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, au laboratoire L'Abri, un laboratoire bordelais de recherche en informatique. Et vous êtes donc spécialiste des systèmes mobiles de communication sécurisés. On peut avoir un petit aperçu très rapide de votre cœur de métier ? Oui, donc déjà, moi je suis très content d'être là. On a une structure qui n'est pas similaire, mais qui par certains aspects ressemble en région Aquitaine, qui s'appelle le cluster AETOS, qui est un cluster drone. Et c'est une excellente opportunité pour nous, universitaires, de rencontrer des industriels de PME, qu'on évoquait tout à l'heure, de grands groupes, et des organismes publics type DGA. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et j'ai l'impression, au vu de ce que j'entends depuis ce matin, qu'effectivement on est parti sur un modèle ici de ce type-là, avec des rencontres régulières. Et c'est vraiment productif, je pense, pour tout le monde. Donc je vais vous présenter assez rapidement les travaux qu'on mène au laboratoire. Alors c'était assez intéressant justement, ce matin j'ai entendu mode dégradé, rôle multiple du vecteur, système capable de durer, penser au what if, et c'est exactement les types de problématiques auxquelles on s'intéresse. Donc nous on cible des systèmes physiques de nature assez différente, mais on cible des essaims d'appareils, donc des essaims ou des flottes de téléphones mobiles, des essaims ou des flottes de robots, des essaims ou des flottes de drones, et plus récemment on commence à s'intéresser justement avec des gens localisés ici aux aspects MEMS. Donc des systèmes très physiques, mais derrière... Pardon, excusez-moi. Ça y est, je l'ai. Non, ça va aller. Des modèles... Ouais, mais il ne marche pas. Des modèles mathématiques. Je vais revenir en arrière. Trop loin, peut-être, non ? Ouais, Voilà, on va travailler en mode dégradé, effectivement. Donc, on cible à la fois des systèmes physiques, mais derrière, on met des modèles mathématiques qui vont nous permettre de garantir un certain nombre de choses. Donc, si je prends l'exemple... Je vais prendre ensuite un exemple concret et vous montrer qu'on va depuis des aspects très théoriques jusqu'à l'implémentation. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on est capable de travailler avec des industriels sur des vrais problèmes du monde réel. Donc le mode dégradé, effectivement, c'est quelque chose qui est standard maintenant, et d'une certaine façon, c'est plus un mode dégradé, mais c'est le mode d'opération permanent avec lequel il faut travailler. Donc aussi bien au niveau des fautes des appareils et des communications qu'en termes de sécurité. Donc on a déployé par exemple une application qui s'appelle Carus avec un certain nombre de partenaires, dont Thales par exemple, qui consistait à la surveillance d'un territoire avec des appareils qui se configuraient eux-mêmes en termes des opérations réalisées et en termes de couverture du terrain avec une autonomie complète vis-à-vis du sol et en mode dégradé avec perte potentielle des engins et perte potentielle des communications. Un certain nombre d'autres projets qu'on a en cours qui correspondent aussi à des problématiques, alors pas directement d'intégration mais de coopération je dirais, puisque nous on ne va pas traiter la partie collecte proprement dite et puis remontée de l'information pour le situation management. On est plus sur la coopération entre les appareils, mais vous voyez un certain nombre de projets avec des scénarios un peu types que vous pourrez décliner soit dans le monde civil, soit dans le monde militaire, selon ce que vous préférez, avec des partenaires à nouveau industriels et institutionnels. Et puis quelque chose d'un peu plus original, ça rejoint un peu les réflexions multinationales qui étaient évoquées tout à l'heure, un projet qui se met en place en collaboration avec la DGA côté français et avec les Army Research Lab américains, avec un partenariat justement sur du partage d'informations dans un convoi hétérogène. Donc comment partager des informations entre des membres de l'OTAN. Ce qui est important pour nous, et je vais juste déclencher ma vidéo et pouvoir répondre comme ça aux questions en même temps, et ce qui est important pour nous, c'est effectivement de pouvoir travailler avec les industriels à la fois pour avoir des remontées de problématiques, mais aussi pour disposer de zones comme celle-ci, sur laquelle on peut réellement déployer nos applications. Donc ça, c'est un déploiement réel de l'application Carus, dont vous avez vu une animation tout à l'heure. Et là, c'est déployé sur le camp militaire de Souges, à côté de Bordeaux, là où a lieu le SOFINS. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, parce que on n'est naturellement pas dans des configurations où on peut aller avec vous sur des théâtres d'opération, mais avoir des démonstrations à taille humaine, j'allais dire, enfin à taille que nous on sait appréhender, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour valider nos systèmes et puis vous convaincre et se convaincre nous-mêmes qu'effectivement les choses sont opérationnelles. Donc je voulais vous montrer à travers un certain nombre d'exemples la façon dont on savait travailler avec des grands groupes et avec des PME et comment est-ce que, en développant des petites briques élémentaires, on était capable d'avancer justement vers cette intégration des différents systèmes. Parfait, merci. Eh ben, on essaiera de bavarder ensemble tout à l'heure. Benoît Hilt, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Haute-Alsace.
Voilà, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Vous travaillez sur quoi Alors en ce effectivement, moment moi j'ai choisi de vous présenter un projet très concret de collaboration en fait entre deux laboratoires universitaires, le XLIM-SIC avec son antenne de Poitiers, qui travaille sur les systèmes informatiques communicants, le laboratoire MIPS, donc nous sommes basés en Alsace, juste à côté. On est 80-90 enseignants-chercheurs dans le laboratoire sur des thématiques assez différentes, dont une des thématiques est les télécommunications et réseaux, et l'Institut de Saint-Louis, qui est un institut franco-européen, franco-allemand, pardon, de recherche dans le domaine militaire. Et donc, à ce titre, nous, on a une collaboration avec eux sur un projet qui s'appelle ADCISP et qui consiste en fait à équiper, à instrumenter des obus de manière à les faire communiquer entre eux. Donc, communication durant le vol de l'obus. Et l'objectif, c'est de guider les obus ou la flotte d'obus de manière à avoir un meilleur impact possible et le moins de dégâts collatéraux. Alors effectivement, Alors, vous travaillez là-dessus depuis une date assez récente, il me semble. alors c'est un projet qui a commencé il y a 1 an. Ouais. Alors il faut aussi dire que c'est un projet, on va dire, en tâche de fond de l'ISL. L'ISL a l'habitude de travailler sur des projets pour lesquels ils sont mandatés. Et en fait, quand ils ont des projets propres, en fait, où il n'y a pas de... Là, on vise un objectif à 3 ans, mais c'est un projet qui se déroule quand on a le temps de le faire avancer, et on avance quand même pas mal dessus. Donc, les contraintes sont des très fortes accélérations, de l'ordre de 15 000 à 50 000 G, et évidemment, dans un obus, pour l'instrumenter, on a très très peu de place. Alors, il y a déjà quelques obus, les spécialistes les reconnaîtront peut-être, qui ont... des possibilités d'être dirigés en cours de vol, Spacido, Excalibur et Vulcano. Tu peux mettre la suivante. Voilà, et donc il y a là-dedans des aspects d'énergie, en fait. Pour communiquer, ça coûte de l'énergie. Et il faut imaginer qu'on a besoin de quelques watts quand même pour un vol d'un obus sur 30 à 50 km. On va être à des fréquences très élevées pour pouvoir transporter plus d'informations. Et évidemment, un obus qui vole à une vitesse rapide, ça va créer des problèmes de distorsion des champs de communication. Et il va falloir donc mettre en place des communications vers l'obus et le transfert des informations collectées par les capteurs de l'obus vers le sol. L'objectif étant de réduire quoi, la dispersion de réduire la dispersion. Donc, dans un premier temps, communiquer entre l'obus et le sol, et à terme, en fait, de communiquer entre les obus d'une flotte de manière à ce qu'ils puissent se coordonner. Donc on a une première contribution qui a été faite par les personnes de notre équipe, qui est un petit émetteur miniature qui est capable de transmettre des données à un débit de 50 mégabits par seconde et qui est en fait complètement numérique de A à Z, donc entièrement reconfigurable en fonction de ce qu'on peut observer durant le vol. On peut changer la fréquence porteuse, la modulation. Pour vous donner une image, là, la photo, c'est à peu près la taille d'une pièce d'€1. L'étape suivante, donc on va utiliser cet obus, ça c'est quelque chose qui est prévu pour le mois d'avril l'an prochain. On va mettre ça dans un obus, on va le tirer sur le pas de tir de l'ISL, et donc enregistrer les signaux qu'on reçoit lors d'un vol à Mach 2, et en fait on va caractériser les conditions de transmission. Et cette caractérisation de signaux de transmission, en fait, on va l'intégrer après dans un simulateur, parce que bien évidemment, après, quand on va s'attaquer à étudier les communications entre les différents obus, on va pas s'amuser à chaque fois à tirer une salve d'obus pour voir comment ça fonctionne. Donc là, on rejoint
En fait, vu que ça c'est pas notre problématique générale, en fait, on rejoint la problématique de notre équipe qui est de fournir des éléments de simulation le plus réaliste possible. On fait des simulations et il faut que les résultats soient fiables et qu'on les retrouve à quelques pourcents près dans les simulations qu'on joue et dans les tirs réels. Donc à l'heure actuelle, là, j'ai mis un petit schéma. On sait communiquer de l'obus vers le sol à haut débit grâce à cet émetteur. L'étape d'après, ce sera de faire un récepteur qui est nettement plus compliqué à faire, de manière à pouvoir le mettre dans l'obus et dans un premier temps pouvoir envoyer les informations depuis le sol. Et bien évidemment, pour une communication obus-obus, si un envoie à haut débit, ça serait bien que l'obus voisin puisse recevoir aussi à haut débit. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. J'imagine que tout ça, une des contraintes, c'est que ça coûte pas très cher, pas trop cher. Évidemment, ça ne doit pas coûter trop cher puisque un obus, par définition, on le récupère pas. Il revient pas. De plus, ça offre peut-être des alternatives par rapport au missile, puisqu'a priori, le prix d'un obus est sans commune mesure avec le prix d'un missile. Merci. Benoît Piranda, enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté au Labo Disque. Merci d'être avec nous. Vous aussi. 2 mots sur ce que vous faites peut-être, oui. Avant de commencer. On arrive à voir les slides. Parce que c'est pas sûr. Si. Très bien. C'est la suite de ce qu'a Voilà. fait François. Mauvaise communication. Oui, pendant que les slides Allez-y, arrivent, oui, qu'on gagne du temps. donc on a, suite à la présentation de François tout à l'heure, donc il nous a parlé beaucoup de François Spies, oui, qui nous a beaucoup parlé de capacité de réseau. Moi, je viens compléter un petit peu ces activités au niveau du mot-clé, je dirais, c'est la simulation, avec des choses qui se rapprochent de ce qui était présenté avant sur des domaines de simulation de réseaux de microcapteurs, que là je ne vais pas trop aborder, mais qui sont aussi des domaines que l'on aborde au niveau de l'équipe disque. Là, je vais juste prendre le précédent. Oui. Donc, moi, ma spécialité, c'est la synthèse d'image, qui est une simulation. On essaye de travailler sur la simulation des capteurs embarqués, savoir comment est-ce qu'on simule une vraie image de capteurs pour pouvoir l'intégrer soit dans des systèmes qui permettent de faire de l'entraînement, de faire de la préparation de mission, et puis les intégrer dans le déroulement de mission. Donc tout ce qu'on est capable de faire, c'est faire ces images synthèses en faisant de la simulation de la physique qui se déroule en amont du capteur pour essayer d'avoir une image la plus fidèle possible en simulation. Toujours dans ces problèmes de simulation, on a un autre domaine d'activité là qui a fait l'objet de stages d'étudiants. On travaille sur la reconstruction de scènes, la reconstruction de bâtiments, plutôt sur l'intérieur, moi, alors que François vous a parlé tout à l'heure de systèmes qui étaient plutôt pour l'extérieur, pour reconstruire l'intérieur d'un lieu avec un système type drone. Donc l'idée, c'est d'envoyer des capteurs sur un drone. On va faire une petite visite sans mettre en œuvre d'opérateurs pour visiter un lieu. Et puis, au retour, en temps réel, on a une reconstruction du lieu. Ce sont des solutions intéressantes qui permettent d'avoir un plan d'un lieu qu'on voudrait connaître avant une mission et donc préparer la mission et même réutiliser ce plan pour faire un suivi de mission, savoir où est-ce que les opérateurs sont à un instant donné pendant la mission. Un lieu, ça peut être quoi alors ? Un bâtiment de quelque sorte. Donc là on utilise nous des capteurs optroniques infrarouges, c'est-à-dire même aller repérer de nuit et puis faire une construction de mur du lieu pour pouvoir définir qu'il y a une porte à tel endroit, éventuellement, des informations. Donc là, c'est toujours dans le cadre de la simulation, puisque là, on est dans de la reconstruction 3D, on est à partir d'informations qui sont données par des capteurs, essayer en temps réel, puisque c'est la problématique, on veut avoir des choses rapidement, d'avoir une reconstruction d'un lieu.
toujours dans ces problématiques de simulation. Moi, un de mes domaines aussi d'activité, c'est la réalité augmentée, donc qui est un terme qui a été pas mal abordé ce matin, où la problématique, c'est de compléter l'information réelle qu'a l'opérateur par des informations numériques. On est vraiment au cœur de la LI, c'est-à-dire qu'on a une fusion d'informations de plusieurs capteurs qui doit, in fine, retomber soit sur l'arrière, soit au niveau opérationnel, soit au niveau de la gestion de l'opération. Et donc, cette réalité augmentée, elle permet justement d'enrichir via des systèmes de visualisation ce que voit une personne sur le lieu réel par des données qui vont être synchronisées géométriquement avec les données réelles. Donc, par exemple, incruster un objet de synthèse sur un lieu. Un exemple tout bête, vous êtes sur un lieu où vous êtes masqué par une colline pour ne pas voir la cible. En système augmenté, vous avez comme information que telle cible qui est vue par un autre système, eh bien, vous en avez une vision, éventuellement des informations complémentaires. Et donc, l'information de réalité augmentée vous permet de savoir exactement dans quelle direction elle se trouve, quel serait son aspect visible si elle était visible dans des meilleures conditions. Donc ça peut être, ça rejoint ce que nous a montré un peu ce matin aussi. Si on est dans des conditions, on a de la brume, on a du brouillard, on a de la fumée, on a des conditions dégradées qui font que cette augmentation, elle peut venir répondre à des besoins liés aux conditions. C'est principalement mes activités. Donc, juste une petite remarque aussi, c'est que la réalité augmentée, c'est des choses qui existent depuis longtemps. On a des démonstrations depuis les années 95 sur des systèmes réels. Il faut voir que maintenant, on arrive à les mettre sur des systèmes embarqués. On fera une petite démonstration, nous, tout à l'heure, à côté, ou sur une simple tablette ou un simple smartphone, on arrive à faire de la réalité augmentée et donc avoir des systèmes légers pour pouvoir profiter de cette information. Démonstration à l'heure du déjeuner et en deuxième partie d'après-midi. En fin de journée aussi, je crois, oui. Parfait. C'est bon, M. Piranda ? Merci, oui. Parfait. Alors, ne bougez pas, vous encore. On va accueillir notre dernier invité pour cette table ronde, Jean-Claude Sagot. Vous êtes professeur des universités à l'UTBM. En effet, oui. À l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Directeur de formation de cette formation qui s'appelle Ergonomie, Design, Ingénierie mécanique. C'est cela. Et on peut préciser que c'est une formation assez unique en France. En effet. Bon. J'en dirai deux mots. Vous pouvez y répondre par oui ou par non. Hein. C'est pas un jeu. Hein. Donc, oui, ça c'est important que vous nous en parliez. En tout cas, ce qui est intéressant avec vous, on en a un peu parlé jusqu'à maintenant, mais pas beaucoup finalement. Votre credo à vous, c'est l'humain. En effet, oui. Alors, pour dire quelques mots, moi je n'ai pas prévu de diapo tout simplement parce que le bâtiment qui est en face, avec un peu de bois en couverture, qui est qualifié haute qualité environnementale, et on dispose d'une plateforme de réalité virtuelle immersive, 500 000 € qui ont été investis, qui nous sert comme étant une possibilité d'étudier les problèmes d'interface. Pour dire deux mots, il y a deux universités en fait en Franche-Comté. Il y a l'Université de Franche-Comté, puis l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui fait partie du réseau des universités de technologie avec Compiègne et Troyes. L'UTBM, c'est plus de 2000 élèves ingénieurs, c'est 250 enseignants-chercheurs, et c'est un laboratoire qui s'appelle IRTES, Institut de recherche sur les transports, l'énergie et la société. Et en fait, moi je vais évoquer ici une équipe de recherche que j'anime qui s'appelle Ergonomie et conception des systèmes. Je vais représenter, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, un peu les sciences douces, pour ne pas dire les sciences molles. Mais pour me situer, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai viré ma cutie à travers une thèse de doctorat où j'ai travaillé sur la privation de sommeil qui m'a valu en son temps un prix Défense, qui était un élément très important. Et lorsqu'on a combiné les sciences pour l'ingénieur, les sciences humaines et sociales, ou les sciences de la vie et de la terre, eh bien, on se préoccupe beaucoup à cette notion de conception de produits adaptés aux utilisateurs. Alors, en effet, dirige une formation ingénieur qui a ouvert en septembre 2007. On est parti du constat que les produits beaux ne sont pas utilisables, que les produits ergonomiques ne sont pas beaux, et que les produits d'ingénieurs sont complexes. Si vous ne disposez pas d'un niveau de bac plus 5 de celui qui l'a conçu, vous avez des difficultés. Partant de ce principe, on a mis cette formation qui s'appelle Ergonomie, Design et Ingénierie mécanique, qui forme des concepteurs mécaniciens
fortement sensibilisés à l'ergonomie et au design, de pouvoir être capable d'intégrer très tôt dans le produit 2 fonctions du produit, à savoir la fonction d'usage du produit, l'utilisabilité du produit, j'en dirai quelques mots si vous le souhaitez, et puis évidemment la fonction d'estime qui est la couleur et la forme du produit. Voilà. Alors moi, dans ce que j'ai entendu, alors on a ouvert en septembre 2007, nous avons aujourd'hui 380 élèves ingénieurs qui viennent de tous les coins de la France. Et des filles. Et alors voilà, un petit clin d'œil. 34% de filles qui font partie de la formation, en sachant que notre formation, la commission des titres d'ingénieurs nous a donné un label et une habilitation dans mécanique et ergonomie. En mécanique, en France, les écoles d'ingénieurs, c'est moins de 10% de jeunes filles. Donc 34%, vous voyez l'intérêt. En sachant un petit zoom que ces jeunes filles, justement, et bien d'autres, ont généralement fait une formation scientifique en bac et ensuite peut-être une formation médecine qu'ils ont loupé, et puis brutalement sont intéressés à ce secteur humain et reviennent par la suite. Moi, dans ce que j'ai entendu, si vous me permettez, interopérabilité, culture, confiance, collaboration, coopération. J'ai envie de dire, si vous me le permettez, de pouvoir travailler de plus en plus sur une conception que j'appellerais anthropocentrée, même si c'est un gros mot puisqu'il y a un mélange de grec et de latin, mais surtout pas une conception technocentrée. Aujourd'hui, très souvent, la conception s'appuie sur la technologie. Beaucoup sur la technologie. Ce qui fait qu'on en oublie l'homme. L'homme, c'est quoi? C'est un cerveau, il y a des fonctions cognitives, il y a un traitement de l'information, il y a une mémoire, il y a surtout un savoir, il y a un savoir-faire. Tout ça est rarement intégré dans le produit que l'on conçoit. Et puis, la deuxième dimension, l'homme, c'est aussi un état biologique et physiologique. C'est un âge, c'est une taille, c'est une forme, c'est un sexe. Et tout ça doit aussi être intégré dans les systèmes qu'on conçoit. Donc, dans nos travaux, nous, souvent les ergonomes, on leur fait le reproche d'être des observateurs, et non pas des acteurs, les ingénieurs des acteurs, mais rarement des observateurs, d'où l'idée justement de former des ingénieurs qui sont à la fois observateurs et acteurs. Et si vous me permettez, et puis je répondrai aux questions si vous le souhaitez, c'est de faire un peu ce que disait Frédéric Winslow Taylor en son temps, oui, je crois un ingénieur des méthodes, qui disait « chaque phase de travail doit être observée, analysée, expérimentée, normalisée ». C'est ce que nous essayons de faire au sein de l'UTBM, qui est d'abord de découvrir une situation existante sur un produit existant, connaître les problèmes rencontrés en termes d'interface homme-produit, de pouvoir ensuite définir un cahier des charges, définir un concept numérique, et ensuite le mettre à l'épreuve, ce concept numérique, sur une plateforme de réalité virtuelle immersive, avec l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir ensuite travailler sur la conception du produit. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je suis prêt à répondre à toutes sortes de questions. Quelques questions rapides. Vous avez travaillé sur quoi, par exemple, qu'on ait une image très concrète? Alors, Eurocopter, sur des sièges. On a travaillé avec Thales, sur un sujet que je viens d'évoquer. Eurocopter, oui. Thales, SNCF, TGV Futur, les interfaces. Alors, j'aimerais, si tous les sujets, c'est 300 000 € de contrats que nous signons par an. Sur 2 grands sujets importants, les interfaces homme-machine, d'être capable de faire en sorte qu'on ait une fiabilité humaine sur un système performant et de faire cette combinaison des deux. Et à chaque fois, la question qui est posée, c'est d'être convaincu. Les concepteurs sont souvent convaincus que lorsqu'on fait un produit, on définit une tâche, ce que devrait faire l'opérateur ou l'utilisateur, et les concepteurs sont souvent convaincus que l'opérateur exécute cette tâche. Or, il fait quoi? Il fait ce qu'on appelle une activité. Et une activité, c'est souvent un écart par rapport à la tâche. Car nous sommes guidés tous ici par l'économie d'énergie mentale et physique. Si on peut aller un peu plus vite et si on peut éventuellement faire des choses, eh bien, en ergonomie, on dit que lorsque l'activité de travail ou l'activité d'utilisation est différente de la tâche du concepteur en termes de produit, on a un problème d'ergonomie. Donc, nous travaillons sur un grand système. Alors, PSA, par exemple, sur des problèmes de système d'aide à la conduite au niveau des voitures. Mais ça va jusqu'à la selle de vélo Décathlon, où il suffit de mettre la main sur la selle pour se rendre compte que c'est un bon vélo, par exemple. C'est vrai. Où voyez-vous, par exemple, votre rôle? Je vous ramène à l'AELI, là. Voilà, vous avez entendu ce qui s'est dit ce matin. Voilà, comment vous... Alors, le rôle, c'est que l'articulation ergonomie-conception donc, et capteur, je pense qu'il faut pouvoir mettre dès le départ dans cette notion d'analyse des besoins et des attentes des personnes, de faire une observation terrain. Bien comprendre comment les personnes s'approprient à l'heure actuelle des dispositifs et des systèmes, comprendre les écarts qui peuvent exister dans ce que je viens d'évoquer, et de pouvoir aider ensuite dans l'élaboration du concept et du produit, d'y intégrer l'ensemble de ces connaissances, et tout au long du processus de développement et de conception de produits, d'être capable de faire des tests. Les outils de simulation numérique aujourd'hui nous permettent justement de faire ceci. Aspect très pratique, donc vous faites une visite, vous êtes venu en voisin, vous faites une visite, voilà, c'est en face, vers quelle heure?
Écoutez, moi, c'est votre heure sera la mienne. Mais dans l'organisation, il me semble que c'est à partir de 16h30. Vers Il nous faut 16h30, une demi-heure pour vous montrer 2-3 plateformes. Voilà, il faudrait savoir assez rapidement si ça intéresse combien de personnes déjà pour que peut-être vous organisiez. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude Sagot. Je vous propose d'ouvrir les spectres une dernière fois, de façon à ce que vous puissiez réagir à tout ce qui a été dit par les universitaires et les enseignants-chercheurs qui sont ici à cette table ronde. Allez-y, il nous reste assez peu de temps, donc il faut optimiser le temps maximum, puisqu'on va quand même aller, à un moment donné, se restaurer. Sur toutes ces questions, qui veut réagir? Sur la question d'ergonomie, mais pas seulement. Allez-y. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quels sont vos liens avec les grands industriels, et est-ce que ces liens, s'ils existent, vous satisfont? Demander l'avis à au moins 2 personnes qu'on ait quelques avis contrastés. Jean-Claude Sagot? Oui, on a des liens avec des grands industriels. Alors, nous satisfait oui et non. Oui, dans les questions qu'ils peuvent nous poser. Non, dans la façon de travailler. Aujourd'hui, si je vous prends 2 sujets que nous conduisons au sein de l'équipe en ce qui concerne des thèses de doctorat, c'est la notion de méthodologie de conception en faisant coopérer les acteurs. Comment faire en sorte de mettre des personnes autour d'une table et qu'elles puissent coopérer et collaborer avec des cultures, des métiers, des savoirs qui sont différents. Il y a tout un processus à mettre en place. Alors je prends l'exemple de la SNCF, où il n'y a rien de secret. Vous avez un département matériel, ceux qui font le matériel, et un département transport, ceux qui s'occupent des bonshommes. Eh bien, ce sont 2 départements qui, lorsqu'il y a une question posée, ne communiquent pas forcément comme on pourrait souhaiter éventuellement pour faire un produit qui soit adapté. Voilà, pour les grosses entreprises, en tout cas dans ce que je ressens. Complément avec M. Pironda. Oui, le principal lien que l'on a, c'est à travers les thèses. Moi, je suis un peu un enfant de cette solution. J'ai fait ma thèse à DCN il y a quelques années, où justement on est immergé dans la problématique. On est à même de pouvoir, pendant 3 ans, comme disait Jean-Claude, voir le besoin, voir l'usage qu'en auront les utilisateurs, et à partir de ça, de proposer des solutions. Donc la solution thèse me paraît, moi, la bonne solution pour répondre, parce que c'est vrai que ce sont des problématiques qui sont assez difficiles à appréhender. C'est quand même lorsqu'on met un étudiant face à ces problèmes-là, il est souvent très éloigné du problème militaire, du problème ou de l'armement, et donc il faut déjà une certaine durée dans le contact pour pouvoir appréhender la problématique et puis ensuite y répondre. Et l'autre avantage de ces solutions-là, c'est que ça amène l'encadrement universitaire à se déplacer sur le lieu de la thèse et vice-versa, les encadrements militaires à venir se déplacer aussi dans les laboratoires, et donc ça ouvre aussi souvent à d'autres sujets. Et donc pour moi, je pense que c'est un des vecteurs les plus constructifs. Donnez votre micro à M. Chaumette. Un complément peut-être sur l'aspect contractuel. Donc moi j'ai pas mal, comme vous l'avez vu, de relations avec en particulier Thales, Avionics. Donc au niveau des thèses, effectivement, on sait bien fonctionner. La difficulté pour nous, c'est sur le montage des projets en particulier. Cet été, on a travaillé au montage d'un projet européen qui est en cours d'évaluation. Quand un grand groupe se lance dans un projet européen, il va pouvoir dégager une personne en disant j'y vais à fond, et il y a une personne qui est dégagée pour monter le projet. Ça, chez nous, on ne sait pas faire. Et quelque chose qui mériterait, je crois, d'être développé. Donc les journées ayant que 24 heures, on le fait quand même, mais au bout d'un moment, c'est quand même épuisant. Et ce qui mériterait d'être développé, ça serait... Alors il y a des mécanismes de chaire industrielle qui existent, où des grands groupes industriels vont financer des académiques pour leur dégager une partie de leur temps pour qu'ils puissent s'impliquer dans le montage de projets de recherche. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez développé, et ça serait quelque chose d'extrêmement pertinent de la part des grands groupes, et pourquoi pas des PME, de contribuer à dégager du temps des universitaires pour qu'ils puissent s'impliquer plus dans les projets industriels. Monsieur Hilt. Je peux peut-être juste rajouter un mot, comme je fais partie d'un tout petit laboratoire, comme une PME. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'analogies par rapport à la problématique qu'on posait tout à l'heure entre la DGA et les PME et les petites entités où en fait il y a des très gros laboratoires avec le pignon sur rue et les plus petits laboratoires où il y a aussi éventuellement des choses à chercher. Autre question, réaction, suggestion?
Non? Bien. Bah, écoutez, c'est qu'on a été plutôt complet et peut-être qu'il est temps de faire une petite pause. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ces échanges. Voilà, on a été, je vous l'avais dit, dense et riche. Donc, on va faire une petite pause. On se retrouve ici à 14h30, donc dans une heure, juste après la pause déjeuner. Donc, nous avons rendez-vous avec le général Gelée et avec Jean-Pierre Chevènement. À tout à l'heure.